la politique étrangère de la France en Afrique en débat sur SICA. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Angle de vue, votre émission qui permet un regard critique sur l'actualité touchant à l'Afrique. La France-Afrique, terme remontant aux années post-indépendance, aura permis au général de Gaulle, par l'entremise de Jacques Foccart, secrétaire général à l'Élysée, puis de leurs successeurs respectifs, de conserver des relations privilégiées avec les anciennes colonies françaises en Afrique au sud du Sahara. Presque 60 ans plus tard, la France est toujours accusée de faire tourner ce réseau qui aura encore sérieusement occupé l'actualité de la dernière présidentielle française. Marine Le Pen, la perdante de ce second tour, avait d'ailleurs promis que son élection équivaudrait à la fin de ce système. Le président Emmanuel Macron a pour sa part promis, comme sur la question du franc CFA, une totale transparence dans les rapports avec les États africains, jadis colonie française. La France sera à l'écoute des aspirations démocratiques des citoyens d'Afrique, a-t-il martelé. Que retenir de la France-Afrique? Quel en était l'objectif à la genèse? Le concept a-t-il été perverti? Que reste-t-il de la France-Afrique aujourd'hui? Avec l'avènement d'un président jeune à la tête de la France, ces réseaux réputés huilés par la vieille classe politique en France comme sur le continent ont-ils toujours des chances de prospérer? La France-Afrique ne peut-elle pas servir au développement des États africains? Autant de questions qui trouveront peut-être réponse dans ce débat France-Afrique, état des lieux et perspectives des relations entre la France et ses anciennes colonies. Ce sera le thème central du débat du jour sur Angle de vue. À nouveau, à toutes et à tous, bonjour et merci de nous rester fidèles. Sans plus tarder, nos invités du jour. D'abord, Patrick Amapoyon, bonjour. Bonjour. Vous êtes coach en politique de développement et gestion de crise. Face à vous, Aimé Tchefa, bonjour. Bonjour. Sociologue, expert en stratégie de développement. Aimé Tchefa, ma première question pour vous, d'où tire sa source l'expression France-Afrique? Merci. Je voudrais rappeler, premièrement, que aujourd'hui, c'est 1er août, date anniversaire de l'indépendance du Bénin. Donc, le mois d'indépendance de plusieurs pays francophones. Donc, commençons d'abord par souhaiter bonne fête à tous ces pays. Et puis, ce n'est certainement pas un hasard, vous connaissant, que vous choisissiez donc le mois d'août, et notamment le 1er jour, pour parler de la France-Afrique. La France-Afrique, vous savez, l'ancien président sénégalais Léopold Sédar Senghor avait, premièrement, après le concept de négritude qui a animé un certain nombre d'associations comme la FEANF, par exemple, en France à l'époque, avec Aimé Césaire et consorts, l'ancien président sénégalais Léopold Sédar Senghor a inventé le concept de l'Afrique. Pour dire les rapports entre l'Europe et l'Afrique, qui sont deux continents, et pour rectifier, pour montrer son amour pour la France, l'ancien président Félix Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire, en 1955, a plutôt rectifié en créant le concept France-Afrique. Mais voyons comment c'est écrit, parce que tout est dans l'écriture aussi. On écrit France comme la France, Afrique comme Afrique, et les deux sont unis par un trait d'union. C'était ce qu'il a créé, lui, en 1955, pour parler donc de cet idéal, de belle aventure avec la France, d'histoire d'amour, de l'Afrique avec la France, cette si belle, si forte République qui a un regard bienveillant sur l'Afrique. Donc c'était l'origine du concept en 1955. Mais plus tard, au regard du contenu de la France-Afrique, de son mode opératoire, il y a même des écrivains français, par exemple François-Xavier Verschave, qui ont dit non, il faut carrément écrire la France-Afrique telle qu'elle est. C'est-à-dire CCD et directement Afrique collée avec un A qui n'est pas majuscule, et ça fait France-Afrique. Devenant donc un lobby, un réseau, tel que vous l'avez dit, avec des tentacules du point de vue économique, financier, monétaire, militaire, politique et tout.
et qui est devenue, disons, une nébuleuse au sein de laquelle l'Afrique ne se retrouve pas et a mal à partir par rapport à son développement. Voilà, coach Pouyon, quelle est votre définition de ce concept-là? Je dirais la même chose, mais en des mots un peu plus simples, en disant que c'est les relations entre l'Afrique et la France, mais que pendant longtemps et pendant toujours, ces relations ont servi la France, ont permis à la France de piller l'Afrique, ont permis à la France de voler l'Afrique, et ça continue. Donc en réalité, si nous devons parler de France-Afrique au-delà de l'historique qu'a fait M. Chifa, je voudrais dire simplement que c'est les relations entre la France et l'Afrique, mais que ces relations ont été pendant longtemps à sens unique et n'ont servi que les intérêts de la France jusqu'à présent. Coach Pouyon, est-ce que ce n'est pas important de maintenir des relations privilégiées avec les anciennes colonies? Est-ce que l'idée au départ n'était pas une belle idée? L'idée au départ et l'idée reste une belle idée. Je prends par exemple la Côte d'Ivoire et nous aurons l'occasion de définir à profiter de la France-Afrique autant que la France. Ça veut dire que si nous aidons tous les pays africains à pouvoir développer la sagesse, la stratégie, les compétences de Félix Houphouët-Boigny, ça peut être quelque chose de très utile. Mais nous avons eu des chefs d'État qui vraiment avaient plus, comment on appelle, ils avaient plus des problèmes de personnalité, des problèmes d'identité, des problèmes de connaissance même des forces et faiblesses des relations entre la France et l'Afrique. Et donc, la France a profité de la naïveté, comment on appelle, de la situation favorable qu'ils avaient sur le terrain pour pouvoir puiser de l'Afrique. Je vais vous donner un exemple tout de suite. C'est l'exemple de Félix Houphouët-Boigny qui avait la possibilité de dissoudre un gouvernement français. Il avait la possibilité. Est-ce que c'était réellement effectif? Réel. Félix Houphouët-Boigny avait ce pouvoir. Je vais vous donner un exemple très simple. Le jour des funérailles de Félix Houphouët-Boigny, s'il y avait un attentat à Yamoussoukro, il n'y avait plus d'hommes politiques français. Tous les hommes politiques français étaient aux funérailles de Félix Houphouët-Boigny. C'est dire l'importance. C'est dire l'importance. Ils sont allés jusqu'à dire dans les confidences que ce monsieur peut faire semblant de mourir pour voir qui va venir et s'en prendre après à qui ne viendra pas. Donc c'est pour dire que des hommes de la trempe de Félix Houphouët-Boigny, si on peut en construire à la tête de chaque État africain, les relations ne seront plus au profit de la France, les relations seront certainement au profit de l'Afrique. Je prends le Sénégal. Vous savez, la France a toujours eu peur des présidents sénégalais parce qu'ils sont capables d'emballer l'Afrique francophone contre la France. Ils sont capables de créer des dynamiques. Donc il faut que nous puissions, tout au long de ces débats, permettre à nos dirigeants de se rendre compte que le problème n'est pas un problème français, le problème est un problème africain. Parce que si vous avez une relation entre deux parties et que l'autre partie a des cellules de réflexion, des cellules stratégiques pour préparer comment ils vont vous dribbler et que vous n'avez aucune cellule de réflexion, aucune cellule pour réfléchir en avant, à partir de ce moment, il y a un problème. Je voudrais aussi donner encore un exemple. Rappelez-vous le président béninois nouvellement élu à Paris, où le président français, dans son intervention, dit « Je voudrais saluer le Bénin, un grand pays qui a énormément de cadres, de valeurs culturelles et dont les cadres aident la France à se développer. » Et le président béninois prend la parole pour dire « Le Bénin est un désert de compétences. » Donc vous voyez qu'en réalité, la France ne fait que profiter du fait qu'en face de lui, il n'y a pas de stratège, il n'y a pas de stratégie, il n'y a rien. Résultat, la France exploite et exploitera l'Afrique toujours tant que nous n'allons pas nous réveiller. Tchefa, la France-Afrique fait penser de facto à des réseaux, vous l'avez dit dans votre préambule, et renvoie tout de suite à quelque chose de malsain. Alors, est-ce que ce sentiment vis-à-vis de la volonté française de pouvoir influer, est-ce que ce sentiment est légitime? Je voudrais compléter deux choses rapidement par rapport à ce que le coach a dit sur Houphouët-Boigny. Parce qu'en fait, comme je l'ai dit, c'est l'inventeur de la France-Afrique. Et on ne saurait en parler sans parler de lui. Le développement aussi fourni qu'il l'a fait, je voudrais apporter deux éléments importants. Il a été président de la France pendant une journée et les Français ont attendu son décès avant de dévaluer le franc CFA. De son vivant, ce n'était pas possible. Voilà. Et il nommait, à l'instar d'Omar Bongo, beaucoup de ministres français sur la base d'un simple coup de fil. Ça, c'est important de le dire sur l'homme. Bon, pour en venir à votre question, il est important de préciser dans le cas d'espèce ce qu'on appelle réseau. C'est important, sinon les gens, vos téléspectateurs ne nous comprendraient pas. Au fond, quand il s'agissait d'aller aux indépendances, De Gaulle n'était pas d'accord.
Ben, il y a, je dirais, le coup de putsch de l'époque de Sékou Touré, qui d'une manière ou d'une autre, avec tout ce que nous avons vu pendant les tirailleurs sénégalais, pendant la Seconde Guerre mondiale, par l'entremise des tirailleurs sénégalais, qu'en fait, le mythe de la France vis-à-vis de ses colonies à l'époque était tombé. Donc, De Gaulle n'avait plus le choix. Alors, il leur dit, si vous devez aller aux indépendances, il y a 3 conditions. Et c'est ce qu'on appelle les accords secrets. Ce ne sont pas des accords que vous et moi, nous pouvons avoir. Ce n'est pas possible. Ce sont des accords secrets, mais dont nous avons la preuve de l'existence. Allons voir ces accords-là. Premièrement, nous venons toujours puiser chez vous les matières premières stratégiques et les minerais. Tout ce qui a trait aux mines, tout ce qui a trait aux ressources naturelles. Nous les transformons et vous êtes notre première source de débouchés. Le francophone consomme francophone. Et lorsque vous prenez un produit à l'époque et on n'écrit pas la France dessus, c'est pas bon. Mon père a toujours consommé le sucre Saint-Louis, il n'en connaît pas d'autre. Il a toujours bu en dehors du Posotomé et vient. Il ne connaissait pas quelque chose d'autre. Parce que c'était ça. Et il est né en 23, donc comprenez, en 1923, donc comprenez un peu. Alors, donc ça, c'est l'aspect économique de cet accord. L'aspect financier. Vous consolidez en bonne et due forme la zone franc CFA et pour rien au monde, vous ne vous débarrasserez du franc CFA. Donc ça, c'est l'aspect. Et il y a maintenant l'aspect culturel. Dans vos programmes d'études, il doit avoir la France. Moi, j'ai appris à chanter la Marseillaise à l'école. On nous parlait tout le temps de la géographie de la France, de l'histoire de la France. L'instruction est donnée en français. Donc voilà, bref, les 3 grandes dimensions de ces accords secrets. En contrepartie, qu'est-ce que la France doit faire? 1. Elle dit, je vous protège, j'installe des bases militaires, de sorte que si un pays vous attaque, c'est moi qui rétorque et non vous. Et elle dit ensuite, je vais créer spécialement pour vous, par l'intermédiaire de l'ONU, ce qu'on appelle les programmes d'aide au développement. On va vous donner beaucoup d'argent, il y aura des aides pour financer votre développement, même si vous ne payez pas tout, à un moment donné, on va effacer, reprendre à zéro, on va concevoir un nouveau plan Marshall pour vous, puisque le plan Marshall datait de 1945, on va en concevoir spécialement pour vous, vous serez sous notre puissante coupole et protection. Donc, c'était ça, ces accords-là. Maintenant, dans les fonctionnements, vous verrez que il y a beaucoup de choses à dire, à redire, à critiquer, parce que les plus pauvres de l'Afrique, c'est en Afrique francophone. Les dirigeants qui ont excessivement de longévité en dehors de Mugabe, qui est un cas spécifique, c'est en Afrique. Francophone, lorsqu'on passe tout le temps à causer, à ne jamais travailler, c'est en Afrique. Lorsqu'on ne recherche que de compétences sur papier, c'est seulement en Afrique francophone, alors que les anglophones et même les lusophones sont déjà très loin. Et ça, c'est la France-Afrique. Coach Poyon, on estime souvent que c'est l'ingérence directe des autorités françaises dans les affaires intérieures des anciennes colonies. On a souvent fait ce procès plusieurs fois, mais lorsque vous n'êtes mu que par l'intérêt de vos concitoyens, est-ce que vous ne prêtez pas flanc à ce type de calcul? Ah mais tout dirigeant doit être mu par les intérêts de ses concitoyens. Le problème, c'est que les dirigeants français sont mus par les intérêts des Français, mais les dirigeants africains ne sont pas mus par les intérêts des dirigeants africains. Et c'est ça qui crée le déséquilibre. Je prends par exemple les relations entre la France et l'Allemagne. Pendant longtemps, l'Allemagne a dominé la France. Macron, avant de venir au pouvoir, a étudié les failles du système. Il est venu au pouvoir en parlant Europe. Résultat, il est devenu très populaire en Europe. Angela Merkel a une élection devant elle. Elle a besoin de la popularité de Macron pour gagner. Elle a été obligée d'accepter des choses qu'elle avait dit ne jamais accepter. Voilà comment on change les rapports de force. C'est-à-dire que nous devons travailler à modifier les rapports de force. Je voudrais appuyer ce que M. Aimé a dit en disant que vous allez constater que les coups d'État qui ont coûté la vie aux chefs d'État ne sont que dans les pays francophones. Dans les pays anglophones, on s'arrange pour que le président perde son pouvoir et il meurt dans la déchéance après.
Mais vous n'allez pas voir de coup d'État sanglant où on a tué le chef d'État dans les pays anglophones. Pourquoi? Parce que la francophonie, il y a une certaine petitesse. On voit les choses c'est-à-dire qu'on voit les choses en termes de il faut qu'il quitte, sans regarder derrière il y a quoi. Je vais vous donner un exemple. On a demandé un jour au président Houphouët d'organiser la disparition du président Mathieu Kérékou, et le président Houphouët de répondre à la France, vous êtes bête. Kérékou n'est pas révolutionnaire. Mais derrière Kérékou, il y a des révolutionnaires. Alors si on fait dégager Kérékou, les révolutionnaires vont prendre le pouvoir et ça va être plus grave encore. Donc vous voyez que les Français, ils ont une version, c'est intérêt. Mais le problème, c'est qu'en face, nous n'avons même pas de cellules d'intelligence économique dans nos pays. Nous n'avons même pas de cellules de réflexion stratégique. Vous savez, aujourd'hui, par exemple, si vous prenez le Bénin, si le Bénin avait une cellule de réflexion stratégique, je vous assure que nous avons plus à gagner avec le Nigeria à côté qu'avec tout ce que nous appelons UEMOA et autres. Donc c'est pour dire qu'on ne réfléchit pas. John Igué a fait des études énormes sur le Nigeria, on n'en profite pas. La dernière fois, un ministre a fait un voyage au Nigeria, on a fait beaucoup de tollé autour, mais après, plus rien. Donc c'est pour dire, nous devons analyser de façon stratégique comment faire en sorte... Vous voyez par exemple un Mobutu, qui était un pays francophone, mais qui a su toujours utiliser, c'est-à-dire exploiter la France quand ça l'arrange, quand ça l'arrange pas. Il fait des accords avec les États-Unis, des accords avec les Soviétiques et autres, toujours pour que, même si la France veut s'opposer à lui, il a toujours une puissance derrière lui. Donc il faut que nous puissions apprendre à négocier, apprendre à défendre nos intérêts, apprendre la stratégie, et c'est comme ça que nous pouvons profiter de la France-Afrique. Voilà. Je voudrais rappeler, Mobutu a été colonisé par les Belges. Par les Belges, notamment la région Wallonie, ce qui faisait qu'il avait une certaine autonomie vis-à-vis de la France. Et la politique colonisatrice de la Belgique est très différente de la politique colonisatrice de la France. Donc c'était ce qui lui donnait, disons, une marge de manœuvre relativement plus ouverte et plus spacieuse que les autres directement colonisés par la France. C'est donc la politique colonisatrice de la France qui est en débat. Ah oui, bien sûr, bien sûr. C'est quoi en fait la colonisation? On vient chez vous et on vous impose tout, c'est ça. Sauf que quand vous prenez les Anglais, eux, ils étaient seulement préoccupés par les matières premières. Leur colonisation, disons, a des ressorts beaucoup plus économiques. Alors que la colonisation française commence d'abord par l'attaque de la culture. Les missionnaires, les marchands et les militaires étaient venus pour nous parler de religion, de comment il fallait aller au paradis, et que d'ailleurs, les portes du paradis n'ont jamais été ouvertes aux riches, mais plutôt aux pauvres. Nous récitaient donc les béatitudes. Dès lors que c'était ça, il fallait que vous acceptiez qu'après votre évangélisation, qu'on vous baptise. Et que lorsque vous êtes baptisé, vous ne pouvez plus être Kodjo ou Kokou. Maintenant, vous êtes Johannes, Aimé ou bien Patrick. Vous comprenez, on vous donne le nom d'un saint puissant. Et désormais, vous devez marcher dans les sillages de ce saint. Et c'est après ça que vous parlez donc bien français. Vos enfants ont des prénoms français, les Kokou, les Kodjo, les comment, on ne voulait pas voir. Et c'est après on en vient maintenant au ressort économique. Vous voyez un peu. Alors que les Britanniques étaient simplement préoccupés par le fait de venir puiser de la matière première, transformer, revenir vous vendre et vendre à tous ceux qui étaient dans le besoin. Ce n'était pas exclusivement le cas de la France. Alors, vous ne pouvez pas me dire que vous connaissez le prénom anglais de Wole Soyinka ou de Chinois Achebe. Et pourtant, ils en ont. Obasanjo a un prénom anglophone, mais est-ce que vous ne pouvez pas savoir parce qu'ils n'en font nullement utilisation. Donc, voilà un peu le mode de colonisation. Dès le départ, déjà, renseignait sur les objectifs de tout un chacun. En fait, la France, elle prend tout et ne vous laisse rien. Et vous n'avez pas le droit d'aller là-bas. Vous voyez un peu. Alors que les Britanniques, elles ne se préoccupaient que de prendre essentiellement ce qui est économique. Et même là encore, pour que les Britanniques viennent extorpiller vos ressources, ils mettent en place des infrastructures de sorte qu'après leur départ, regardez bien les pays qu'ils ont colonisés, après leur départ, après le départ des Britanniques, ces pays-là avaient déjà des infrastructures que nous, francophones, on n'avait pas. Parce que la France, à la limite, nous a laissé difficilement, pour ceux dont la géographie permettait, quelques rails et quelques trains.
Il n'y avait pas d'aéroport. Il n'y en avait plus au Bénin. Il n'y avait rien. Il n'y avait pratiquement pas de port, il n'y a rien. Alors que chez les anglophones, vous allez voir les infrastructures portières, les infrastructures aéroportières, les infrastructures de transport terrestre étaient déjà des choses qui existaient. Même si vous avez bien suivi le film sur Lumumba, regardez bien comment la RDC, la capitale Kinshasa, Léopoldville à l'époque, regardez comment Léopoldville était à l'époque. Regardez, par exemple, en 62, regardez comment Léopoldville était. C'est pratiquement en 80 que Cotonou est devenu ça. Vous voyez un peu. Donc, le mode de colonisation, la stratégie de colonisation renseigne absolument sur les objectifs du colonisateur. Mais Tchefa, est-ce qu'à la base de ces clarifications-là, on peut envisager de couper les liens avec la France? Est-ce que ce n'est pas un vain mot? Est-ce que c'est possible? Déjà, je voudrais dire une chose avant d'y venir. Vous savez, la France, il faut comprendre, ils ont une volonté de revanche. Jusqu'en 1200, la France était occupée par des barbares. Il a fallu des Africains pour aller les civiliser. Et donc, il y avait une volonté de revanche, c'est-à-dire détruire les civilisations africaines, détruire les cultures africaines, détruire tout et s'imposer. Et donc, il faut comprendre pourquoi il y a eu toute cette armada pour faire ce lavage sévère de cerveau. Maintenant, vous savez, la France est tellement imbriquée dans notre système. La France est tellement impliquée dans notre système que dit aujourd'hui qu'on veut rompre, un, c'est suicidaire, et deux, c'est pas avantageux. Donc, je pense fondamentalement, parce que je donne un exemple très simple. Vous tentez aujourd'hui de rompre avec la France. Or, vous continuez de former les gens dans l'école de Jules Ferry. Vous allez faire comment? Comment vous pouvez former des gens dans l'école de Jules Ferry et rompre avec les promoteurs de l'école de Jules Ferry? Puisque nous n'avons pas une école de Béanzé, de Tofa et de Kaba au Bénin, nous avons une école de Jules Ferry. Deuxième chose, vous prenez sur le plan militaire, où c'est la France qui nous donne des renseignements sur notre pays. Et vous voulez que quelqu'un qui a autant d'informations sur le pays et qui peut nous donner des renseignements sur notre pays, nous puissions leur dire merde. Vous voyez que en réalité, c'est suicidaire. C'est impossible. Les gens se battent par exemple pour que nous puissions décrocher du franc CFA. J'ai l'habitude d'expliquer aux gens, il vaut mieux travailler dans l'initiative CEDEAO, dans la monnaie CEDEAO, de manière à ce que si nous décrochons du franc CFA, nous ne dépendons pas seulement de la France et d'autres, mais nous serons ensemble avec des pays anglophones et autres pour que nous puissions émerger. Vous prenez aujourd'hui, par exemple, beaucoup de pays demandent de décrocher du franc CFA. Mais le pays qui refuse le plus de décrocher est le pays qui se prépare le plus à ça, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire vend toutes ses matières premières hors de la zone pour pouvoir avoir des devises, mais elle achète pratiquement tout dans la zone pour maintenir ses devises. Le Sénégal a commencé par faire la même chose. Alors que nous continuons encore. Vous voyez, le Congo-Brazzaville, par exemple, achète même de l'ail en Chine. Ça veut dire qu'ils achètent tout hors de la zone. Donc, c'est pour dire qu'il y a tout un travail à faire de façon stratégique pour faire en sorte que, un, la dépendance soit de moins en moins grande et deux, que nous puissions aussi profiter des faiblesses de la France qui est de plus en plus fragile, de plus en plus faible. C'est une question tellement importante et il faut qu'on en parle un peu en ressort. Prenons le modèle où ça a été fait et on peut analyser un peu à partir de ce modèle, c'est-à-dire le Rwanda. Lui, il a un argument plus que valable. Le conflit burundo-rwandais. Et vous savez tout ce que cela a engendré. Le génocide. Alors, quand il a quitté, il a parachuté où? En milieu anglophone. Comment il est perçu par les anglophones? Donc, au fond, vous refusez Saint-Pierre et vous acceptez Saint-Paul. Vous voyez un peu. Et quand ce n'est pas préparé, c'est ce que ça donne. C'est ce que ça donne dans le fond. C'est vrai, ils ont réussi des choses, mais c'est vrai, ils ont leurs problèmes. Et qu'on le veuille ou non, c'est vrai qu'ils sont sous la domination ou la coupole de chacun, de quelqu'un. Vous voyez. Alors, de mon point de vue, il parlait de quelque chose de très important. Et il a sorti le concept 3 fois depuis qu'on a commencé cette émission. L'intelligence économique. Pourquoi nous n'allons pas consommer du pain fait avec du maïs ou du manioc ou bien du hablo plutôt que du pain fait avec du blé? Depuis longtemps, à la tête de ce pays, moi je rêve d'un chef d'État qui, lorsqu'il viendrait, prendrait, par exemple, ça c'est un exemple que je donne, prendrait tout le temps de
d'encourager la production massive du manioc. D'abord, sans dire ce qu'il y a derrière. Il encourage la production massive du manioc, de sorte qu'on a de manioc partout au Bénin. Ça, c'est une première étape. Il peut prendre 3 ans pour le faire. Ces réunions seraient avec les agronomes qui aiment être sur la terre et non ceux qui aiment être dans les bureaux. Pour dire, mais comment on va faire pour développer le manioc? Et ces gens-là auront vocation de le lui dire. Dans toutes les régions, le manioc pousse partout. Si quelqu'un vous dit le contraire, il ne connaît pas cette plante. Même sous une soleil très forte, le manioc pousse. On produit ça partout. Ça, c'est la première phase. Deuxième phase, il crée de nouveaux impôts spécifiquement pour les boulangeries. De sorte que les boulangeries qui ne sont pas fortes seront obligées de fermer. Dès lors qu'il a réussi à faire ça, l'importation du blé deviendrait très difficile. On ne peut que faire du pain avec du manioc. Le Béninois ne pourra manger que ce qui est disponible. Il ne va pas prendre l'avion aller chercher du pain de blé en France ou bien dans les pays voisins. Il ne prendra que le pain du manioc. C'est comme cela que nous devons nous comporter pour pouvoir... On ne va pas se lever un matin pour dire, bon, écoutez, aujourd'hui nous quittons la France. Ça se prépare. C'est une aventure, c'est un long voyage. Il faut qu'on ménage notre monture. L'instruction, je ne parle pas encore d'éducation, je parle d'instruction dans nos langues maternelles. Mais pourquoi ne pas l'essayer? Pourquoi l'enfant Batonou ne peut pas être instruit en Batonou? Pourquoi l'enfant Fon ou l'enfant Yoruba? Alors qu'on a même des langues qui sont internationales. Le Yoruba et le Yaoussa, par exemple. Le Peul, par exemple, sont des langues africaines, mais internationales. Il faut renforcer l'instruction dans ces langues. Pourquoi? Parce que, je le dis souvent, culture et développement sont des phénomènes actifs qui ne peuvent être avantageux que lorsqu'ils sont portés par la conscience et la volonté. Et lorsque nous allons en prendre conscience, déboulonner réellement notre volonté, sans qu'on ne le dise à la France, nous quitterons sa coupole et nous pouvons traiter d'égal à égal avec elle. Mais tant que nous n'avons même pas d'économie, c'est ça la vérité, puisqu'une économie extravertie n'en est pas une, nous n'avons pas d'armée, nous n'avons pas d'intelligence économique, nous n'avons pas de cellule Europe de la Marina, mais eux, ils ont une cellule Afrique de l'Élysée. Vous voyez un peu. Lorsque nous mettrons ces structures en place et que nos dirigeants ne seront plus corrompus, mais réellement nationalistes, à l'instar de Kwame Nkrumah, et que nous allons penser grand, c'est-à-dire une monnaie pour la CEDEAO, et non une pour le Bénin, et non une pour le Togo, parce que nous sommes trop minuscules et qu'on serait écrasés, et que nous penserons donc à ces stratégies de développement, à ces stratégies pour pouvoir nous mettre ensemble, pour servir de flanc maintenant à ce que nous voulons faire, et que ce ne serait plus le problème d'une seule nation, mais de toute une partie de l'Afrique, et après de toute l'Afrique, je crois qu'on aura un meilleur répondant et qu'on pourra mieux quitter la domination de ces gens-là et qu'on serait effectivement plus indépendant. Voilà, coach Pouyon, on a par exemple le président Alpha Condé qui dit, lors de sa dernière visite, c'était à François Hollande, et qui dit qu'il va falloir couper le cordon ombilical avec la France, mais on a l'impression que ce sont les mêmes chefs d'État qui vont chercher l'onction de la France quand il s'agit, par exemple, de soumettre à référendum les constitutions pour se maintenir au pouvoir. Nous ne pouvons pas compter sur les chefs d'État actuels. Imbibés, lavés, nourris, blanchis et tout ça dans ce système. Un Alpha Condé, socialiste, qui a des ramifications énormes dans le Parti socialiste français, ce n'est pas ceux-là qui vont faire chose-là. J'ai vu plein de messages où on dit merci à Alpha Condé, tout ça là. J'ai dit non, c'est des histoires. Nous devons continuer. Discours de façade donc. Discours de façade. Nous devons continuer par travailler la relève. Nous devons continuer par travailler les stratégies. Nous ne devons pas compter sur un dirigeant. Parce que vous savez aujourd'hui, si François Hollande et si Alpha Condé dit trop, c'est même les populations guinéennes que la France va utiliser encore pour chasser le même Alpha Condé du pouvoir. Et c'est la France-Afrique. Voilà. Donc, c'est pour dire qu'il y a trop de cas, on ne va pas citer ici, de chefs d'État qui ont osé penser à autre chose et leur peuple leur a fait un coup d'État et a parlé de
il a trahi le peuple, il a fait ceci au peuple et tout ça. Donc bref, c'est pour dire que nous sommes encore trop impliqués. La France a trop de ramifications dans le Bénin. Je vous dis aujourd'hui, demandez à tous les cadres de ce pays quelles sont les chaînes qui suivent souvent pour avoir des informations sur le Bénin. Ils vont vous parler de RFI, ils vont vous parler de France 24, ils vont vous parler de ceci. Ça veut dire que nous n'avons même pas de chaînes locales qui donnent des informations en temps réel sur le Bénin. Vous voyez, il y a trop de choses que nous avons besoin de régler. Alors, allons-y pas à pas, soyons des stratèges, faisons en sorte de déplacer les pignons sur notre jeu d'échecs de manière à ce que nous puissions sortir en donnant. Moi, vous savez, j'ai l'habitude, des gens ont l'habitude parfois de dire que je défends la France. Je dis, mais vous ne savez pas où je vais. Parce que si les gens comprenaient où je vais, ils sauront que je ferai plus mal à la France dans les années à venir. Mais pour le moment, je préfère travailler à ménager ma monture. Nous n'avons pas, comme il a dit, on n'a pas de cellule de réflexion. Le chef de l'État béninois ne connaît pas la France. Ne connaît pas la France-Afrique, ne connaît pas ceci. Le chef d'État togolais, ivoirien, tout ça, ils n'ont pas fait un travail d'étude de la France. Comment ce pays-là, on peut les avoir? Quelles sont les relations que nous-mêmes, nous devons créer pour pouvoir influer? Vous voyez qu'aujourd'hui, c'est des choses comme ça qu'on doit faire, mais on n'a pas ça, on est là, on pense. Macron est venu au pouvoir parce qu'il a tapé à des réseaux. Les réseaux l'ont aidé, il est devenu président. Nous aussi, nous pouvons taper à des réseaux et des réseaux dans la lumière, qui vont nous permettre de pouvoir avoir les rapports de force, changer les rapports de force. C'est ce que nous devons faire. Aujourd'hui, la France-Afrique, quelle en est la force? Est-ce que c'est toujours avec la même puissance, la même envie, les mêmes réseaux qu'à l'origine ou sous certains chefs d'État? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut toujours continuer à parler de France-Afrique avec le président Emmanuel Macron? Non, les ardeurs sont un peu émoussés. Émoussés parce que l'eau a coulé sous le pont. Vous savez, la France-Afrique aujourd'hui n'a plus la même ferveur qu'hier, la même verve, la même détermination. La France aujourd'hui, dans beaucoup de pays africains francophones, n'arrive plus à faire élire des chefs d'État. Elle collabore avec ceux qui ont réussi à se faire élire d'une manière ou d'une autre. Il y en a. Et puis, vous n'êtes pas sans savoir qu'elle est allée contre Bongo, qui a réussi à se faire élire. Tout à fait. On peut dire que c'est un chef d'État local. C'est le réseau local de chez lui qui lui a vraiment permis de se faire réélire, mais bien entendu sur la puissance laissée par son père. Mais quelle est la stratégie qu'elle utilise aujourd'hui? Elle est beaucoup plus fine parce que malgré elle, elle a accepté que les Chinois viennent maintenant sur le continent. Premier partenaire de l'Afrique aujourd'hui. Bon, elle a fini par accepter parce qu'il ne pouvait en être autrement. D'ailleurs, quand elle ficelait la France-Afrique, c'est-à-dire la France, la Chine encore était presque perdue aux yeux des Africains. Bon, aujourd'hui, la Chine est une puissance, la première au monde. Donc la France a été obligée d'accepter. D'autres partenaires sont venus. Voyons un peu. Bon, disons que les pays francophones n'intéressent même pas encore les États-Unis. Mais d'ici 25 ans, ce ne sera plus seulement une affaire du Ghana ou du Nigeria vis-à-vis des États-Unis ou du Libéria vis-à-vis des États-Unis. Les pays comme le Bénin, le Togo également vont entrer dans ce sillage. La France l'a compris, elle est en train d'accepter. Alors, regardez, sa stratégie maintenant repose sur deux axes. La francophonie est beaucoup plus corsée du point de vue élan culturel, et elle est ouverte à n'importe quel pays. Vous avez des Vietnamiens dedans, des Libanais dedans. Quand vous allez au Vietnam, combien de gens parlent français? Quand vous allez au Maroc, combien de gens réellement en parlent? Puisque l'instruction au Maroc, c'est en arabe. Hein? Tout à fait. C'est en arabe. Et ces pays-là ne sont pas pays membres de la francophonie. Alors, vous avez vu, il y a les jeux de la francophonie. Tous ces pays sont mêlés à ça, pour étendre un peu plus les tentacules de la France un peu partout. Ensuite, la France est observatrice de beaucoup d'élections. L'Union européenne, dont elle se sert maintenant pour agir, même pour des chefs d'État n'ayant pas reçu l'onction de la France, mais à un moment donné, la France, à travers ses institutions européennes, fait donc le jeu pour ces pays. On dit, bon, ces irrégularités, c'est le français qu'on parle ça, ces irrégularités observées ne sont pas de nature à remettre en cause
La validité du scrutin. La validité du scrutin. Coach Poyon, aujourd'hui, est-ce qu'on peut transformer cette France-Afrique de façon à n'en tirer que des profits? On est déjà. Si oui, quoi faire? On est déjà sur le plan monétaire, la CEDEAO est très avancée en termes de monnaie unique au niveau de la CEDEAO. Nous allons, sur le plan financier, sur le plan monétaire, régler à travers ça. On est très avancé. La Côte d'Ivoire a remercié les Nations Unies, l'armée des Nations Unies, est en train de remercier plus ou moins l'armée française. L'ONUCI, tout ça. Le Sahel est en train de vouloir remercier la France avec le G5 Sahel. On est déjà dans un processus progressif de choses-là. Maintenant, je voudrais dire ceci. Il faut faire très attention à la francophonie telle que ça se passait, qui a du plomb dans l'aile, et on est en train de se rabattre sur le volet culturel, le volet sportif et autres, mais qui ne profite pas vraiment à la France. Il faut donc faire attention à un jeune qui est venu au pouvoir et qui est très rusé et qui ne veut que les intérêts français. Donc, qui va mettre en place des choses moins visibles, mais très dangereuses et très vicieuses en douce pour pouvoir défendre les intérêts français. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous devons accélérer la stratégie africaine parce que c'est un jeune, il a tâté Alassane Ouattara, il n'a pas pu en faire un ami. Il a tâté Macky Sall, il n'a pas pu en faire un ami. Donc il est en train de chercher, est-ce qu'il faut ébranler ces gens-là pour pouvoir amener au pouvoir des gens qui sont plus disposés à le suivre, ou bien est-ce qu'il faut mettre des pressions? Donc c'est pour dire que nous avons une France qui est doublement maintenant en train de mettre en place des stratégies. Nous devons aller plus vite dans la mise en place des cellules de réflexion stratégique. Nous avons énormément d'experts aujourd'hui africains capables d'aider l'Afrique à pouvoir parler d'égal à égal avec la France. Je voudrais dire ceci. Beaucoup de personnes pensent que parler d'égal à égal avec la France est difficile, sous prétexte que la France est une puissance et tout ça. Oui, ils sont une puissance reconnue, mais l'Afrique est une puissance beaucoup plus grande, mais non reconnue encore. Lorsque vous prenez, par exemple, hier, quelqu'un m'a envoyé un message pour dire que Donald Trump a dit qu'il faut recoloniser l'Afrique. J'ai dit, ok, il n'a qu'à venir. S'il arrive, et qu'il arrive même, si les Américains ou les Français et les Européens qui vont coloniser l'Afrique arrivent à vivre un mois, il n'y a pas de problème, qu'ils arrivent. Maintenant, nous aussi, on a de la puissance. On va développer notre propre puissance. Donc, bref, c'est pour dire qu'aujourd'hui, nous devons aller aux sources pour apprendre ce qu'est l'Afrique, les ressources de l'Afrique, les ressorts de l'Afrique. Qu'est-ce que nous avons à mettre sur la table en termes de discussion, en termes de dialogue, en termes de ceci? Qu'est-ce que nous avons à mettre en place sur le plan économique? Qu'est-ce que nous avons à mettre sur la table? Et c'est comme ça que nous pouvons parler à la France. Je voudrais enfin dire ceci. Il est important que les gens comprennent que la Chine en Afrique, c'est aussi dur, c'est aussi mauvais que la France en Afrique. Parce que les Africains ne font pas attention à ça. Étant donné que nous sommes sous l'engramme de France-Afrique, nous nous sommes jetés bêtement, tête, pieds et mains liés dans les mains des Chinois. Or, lorsque le Chinois finance un chantier en Afrique, il amène la main-d'œuvre lui-même. Il amène le matériel lui-même. Autrement dit, il ne crée pas des emplois en Afrique. Nous avons dû critiquer la France longtemps, mais quand la France finance des chantiers, elle n'amène pas des Français pour venir faire les chantiers. Donc, il faut que nous ne puissions pas fuir directement l'autre et aller se jeter dans les bras de l'autre sans encore une fois mettre en place des stratégies. Voilà. MHFA, on ne saurait parler de France-Afrique sans parler de la monnaie, le franc CFA. Le coach Poyon a donné son avis brièvement là-dessus. Plusieurs manifestations ont appelé à sa fin et sont prévues pour les tout prochains jours dans pratiquement toutes les capitales d'Afrique francophone. Certains chefs d'État ont aussi reconnu la possibilité d'avoir une monnaie commune forte pour les Africains. Votre avis sur ce débat très emballé qui demande la fin du franc CFA? Non, mon avis ne serait pas différent de ce que tout Africain sensé et normal dit. Il faut qu'on se débarrasse du franc CFA, mais faisons attention à trois choses. Premièrement, maintenons la zone. Nous en avons besoin. Si ça s'effrite et chaque pays a son franc, regardez ce que ça donnerait. Et que ce sont de minuscules pays, je l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'on fasse attention à cette zone-là. Il faut la maintenir en l'état et ne changer que la monnaie. Deuxièmement, il faut qu'on produise. À mon avis, je le dis en tant qu'expert en stratégie du développement, c'est ce que j'ai appris et que je connais le mieux.
une économie n'a de valeur qu'en fonction de ce qu'elle produit. Pour le moment, ne nous intéressons pas trop au secteur secondaire, mais plutôt au secteur primaire. Quand vous criez partout industrie, industrie, usine, vous voulez transformer quoi avec ça? Parce que nous, aujourd'hui, on ne peut aller chez personne pour prendre ces matières premières. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est d'abord de la haute production. Il faut qu'on produise énormément et abondamment. Et maintenant, troisièmement, il faut qu'on installe les industries dont nous avons besoin. Ces industries auront pour vocation de transformer ce que nous produisons. De sorte que celui à qui nous voulons vendre le coton, nous mettons un prix qui est le prix fort pour même l'encourager à refuser. Et s'il refuse, nous transformons. Ce que nous transformons, c'est pour qui? C'est pour nous-mêmes, d'abord. Vous avez vu comment nous sommes habillés, exprès, parce que bon, on est venu un peu critiquer la France, sinon on ferait une autre chose. Mais il faut qu'on le fasse réellement. Depuis que moi je suis né, j'ai vu et connu le professeur Honorat Agassi. Je l'ai jamais vu habillé comme vous. Vous voyez un peu. Or, vous savez que cet enseignant-là a enseigné à la Sorbonne et qu'il a fait la plupart de sa carrière en France et aux États-Unis, dans les institutions internationales. Donc c'est ça. Il faut qu'on produise abondamment pour soutenir la nouvelle monnaie. Et qu'on installe maintenant des industries pour transformer ce que nous avons produit et qu'on ferme nos frontières à ce que les autres produisent, de sorte que, à l'intérieur de la sous-région, que nous ne consommons que ce que nous avons produit. Dès lors, la monnaie nouvellement créée serait réellement forte. Vous savez qu'il y a déjà des stratégies d'intelligence économique qui sont en train de dire, bon, s'ils ne peuvent plus maintenir le franc CFA, il faut les décourager de sorte que chacun crée sa monnaie. Quel serait le rapport de ces monnaies par rapport, par exemple, à l'euro? Je ne vous parle pas encore du livre sterling. Vous pouvez imaginer si on avait un franc béninois, quel serait le rapport de ce franc béninois-là avec l'euro? Ça peut faire 1000 francs, ça peut faire 2000. Ce serait ridicule. Ce qui serait important est qu'on reste en bloc serré pour qu'ils comprennent qu'ils ont plutôt affaire à une partie de tout un continent ou à un mini-continent plutôt qu'à une petite république. C'est vrai, aujourd'hui, on n'en verra plus d'autres Bob Denard venir déstabiliser nos républiques, mais il y a l'intelligence économique et il y a l'intelligence éducative. Vous voyez un peu. Donc, c'est de ça qu'il s'agit et il faut que nous fassions attention à ces gangrènes, à ces virus qui, de plus en plus, sont répandus dans nos pays. Coach Pouillon, oui, je voudrais dire simplement qu'à la date d'aujourd'hui, il n'y a que 2 pays francophones qui peuvent parler monnaie, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Ils ont suffisamment de devises extérieures, ils ont une économie qui commence à prendre sérieusement, stable, un taux de croissance assez fort, ils peuvent parler économie, ils peuvent parler monnaie. Et ils ne sont pas égoïstes pour dire, comme on est comme ça, on se met à deux, on laisse les autres. Mais là où ça crie beaucoup, c'est là où ils ont une situation monétaire catastrophique. Vous prenez par exemple l'Afrique centrale aujourd'hui, la France leur passe de l'argent aujourd'hui, des devises aujourd'hui pour vivre, parce qu'ils n'ont plus de devises, le pétrole, le prix a chuté, ils achètent tout hors de la zone et donc ils n'ont plus de devises. Donc bref, c'est pour dire qu'on doit aborder ces questions sans se mettre dans des postures. Sans passion. Sans passion. Des postures va-t-en-guerre. Voilà, donc je crois que les stratégies sont en cours, il faut que tous les autres pays puissent aller à la même école, mettre en place des cellules de réflexion stratégique, regarder ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire, un économiste président, un économiste vice-président, un économiste premier ministre, vous comprenez qu'ils ne peuvent pas en être autrement. Donc bref, travaillons et travaillons de manière à ce que la France-Afrique puisse décrocher d'elle-même sans qu'on ne soit obligé de crier partout. Patrick Armand Pouillon, merci. Aimé Tiefa, merci à vous aussi. Merci d'avoir participé à ce débat. Je rappelle que vous êtes coach en politique de développement et gestion de crise. Patrick Armand Pouillon, Aimé Tiefa, sociologue, expert en stratégie de développement France-Afrique, état des lieux, perspectives des relations entre la France et ses anciennes colonies. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur SICA.